Alors encore une fois, comme on l'a dit, le théorème de l'énergie cinétique nous permet donc de trouver la vitesse en fonction d'une position, connaissant les forces ou, disons, une permutation circulaire de ces possibilités. Mais ça sous-entend qu'il faut à chaque problème calculer le travail de toutes les forces sur le chemin du système. Alors on va essayer de gagner un petit peu de temps et en même temps on va en retirer de la signification physique, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un raccourci et ça va nous permettre de définir un nouveau type d'énergie qui est donc l'énergie potentielle dont vous avez déjà parlé. Alors le principe est assez simple, on l'a tous déjà remarqué quand on était petit, quand on a des jouets avec des ressorts, eh bien lorsque on applique un travail au ressort, eh bien, on attend à ce que le ressort nous rende ce travail à un autre moment. Alors, je prends l'exemple d'un pistolet à fléchette. Il faut forcer très fort pour rentrer la fléchette dans le pistolet, donc il faut comprimer le ressort. Ensuite, il y a le clic, donc le ressort est bloqué. Et donc ensuite, on attend à ce que, lorsque on appuie sur la poignée, eh bien, le ressort se détende et par là donne une vitesse importante à la flèche. Donc en fait, le ressort a restitué le travail qu'on a appliqué pour faire rentrer la flèche. Alors cet exemple avec le ressort, on pourrait le multiplier. C'est par exemple vrai si on fait du travail pour monter une bille en haut d'un toboggan, et bien ensuite cette bille va rendre ce travail en gagnant de la vitesse lorsqu'elle descend le toboggan. Ensuite, dans un exemple un peu plus utile, eh bien, le soleil va chauffer la mer, il va y avoir de l'évaporation, et donc le travail nécessaire à l'évaporation, eh bien, on va être capable de le récupérer dans un barrage lorsque l'eau se sera condensée, donc sera devenue de la pluie, se sera accumulée dans un lac de haute montagne, et donc ensuite, lorsqu'on permet à l'eau de couler à travers une turbine et un alternateur, eh bien, on récupère une partie de cette énergie. Donc ici, on va définir quantitativement ce qu'est l'énergie potentielle. Maintenant, j'espère qu'on a compris ce qu'était qualitativement cette énergie potentielle. Et donc, on va voir comment trouver son expression pour certaines forces. Alors malheureusement, ça sera uniquement pour certaines forces parce que, typiquement, les frottements, si vous avez un objet qui frotte, vous appliquez un frottement pour un travail pour déplacer cet objet, et bien malheureusement, les frottements ne vont jamais vous rendre le travail que vous avez dû appliquer. Ce travail, il est perdu. Alors quand on dit il est perdu, et bien en fait, il s'est transformé en énergie microscopique, donc en chaleur, et s'est transmis à l'environnement. Donc, cette notion d'énergie potentielle ne va pas être pour toutes les forces. Ça va être uniquement une classe de forces, et donc c'est ce qu'on appelle les forces conservatives. Alors, la définition d'une force conservative, on a l'impression que c'est un peu éloigné de ce qu'on vient de raconter. Une force est conservative si son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi entre ces deux points, mais uniquement de ces deux points. Alors, par exemple, je prends comme d'habitude un point de départ, un point d'arrivée. Si je prends un premier chemin comme ceci et un deuxième chemin comme ceci, le premier chemin, c'est un ensemble de points M et donc de déplacement DOM. Le deuxième chemin, c'est un ensemble de points M' et donc de déplacement DOM'. Et bien d'après cette définition, une force est conservative si le travail entre le point D et le point A, qui va s'exprimer par F scalaire DOM et donc ensuite la somme entre D et A, ou F scalaire DOM', donc en passant par le deuxième chemin, et bien ces deux travaux sont les mêmes. Ça, c'est la définition d'une force conservative, donc ça nous permettra comme ça de discriminer pour toutes les forces, est-ce qu'elles sont conservatives ou est-ce qu'elles sont non conservatives. Donc on applique ce test, on regarde si, entre deux points, je prends deux chemins différents, est-ce que le travail total est le même. Alors par exemple, regardons ce qui se passe pour une force constante. Eh bien, si la force est constante, de toute façon, on peut la sortir de l'intégrale. Donc je l'appelle encore FC. Et donc que je prenne le chemin avec les points M, ça va bien donner FC scalaire, toujours
dA. Et si je prends le chemin avec les points M', eh bien le fait d'avoir pu sortir, c'est-à-dire mettre en facteur FC, eh bien ça fait que de toute façon la somme des DOM' entre dA, ça fait aussi dA. Donc on voit bien que ces deux travaux sont les mêmes, donc toute force constante est une force conservative. Donc typiquement, par exemple, le poids, c'est une force conservative. Alors maintenant, regardons les implications de ça. Du coup, si une force ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, on pourrait montrer qu'à ce moment-là, le travail peut uniquement se mettre sous la forme de la différence d'une fonction de la position entre le point d'arrivée et le point de départ. Donc ça se comprend, puisqu'on a dit que le travail ne dépend que des points de départ et d'arrivée. Donc c'est logique que le travail puisse s'exprimer en fonction des points de départ et d'arrivée. Et donc ça va être la différence entre la fonction prise au point d'arrivée et la fonction prise au point de départ. Donc c'est ce qui est écrit ici, le travail d'une force conservative, c'est la variation de cette fonction, qu'il faut préciser encore, entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors on pourrait s'arrêter là et on pourrait dire que cette fonction c'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie potentielle. Mais on ne va pas faire ça, on va plutôt dire que le travail d'une force conservative c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle entre le départ et l'arrivée. Alors comment on peut traduire ça? L'opposé de la variation, ça va être la diminution de l'énergie potentielle entre le départ et l'arrivée. Donc ça va être l'énergie potentielle du point de départ moins l'énergie potentielle du point d'arrivée. Et donc ça, ce qui est encadré ici, c'est la définition de ce qu'on va appeler l'énergie potentielle. Encore une fois, on aurait pu poser que ça, c'était l'énergie potentielle. Mais on va voir qu'après, pour l'interprétation physique, c'est bien mieux de poser ça. Donc on répète, le travail d'une force conservative, c'est la diminution de son énergie potentielle sur le chemin suivi. Mais du coup, il reste à exprimer ce qu'est l'énergie potentielle pour chaque force. Alors pour ça, ça serait bien d'avoir l'énergie potentielle en chaque point M. Comme ça, dans l'expression qu'on a vue tout à l'heure, il suffira de remplacer M par A ou par D pour avoir la variation ou la diminution de l'énergie potentielle. Alors, donc, cette énergie potentielle, pour la trouver, eh bien, c'est évidemment lié au travail. Et donc on donne ici l'expression, disons, pratique, pour trouver l'expression de l'énergie potentielle en un point M quelconque. Eh bien ça va être l'opposé de la primitive, donc ici je ne précise pas les bornes, c'est fait exprès, ça va être tout simplement la primitive du travail élémentaire de cette force. Et donc qui dit primitive dit que, eh bien, c'est comme si ici le point d'arrivée était M, et ici le point de départ c'est un point absolument quelconque. Ce qui fait que l'énergie potentielle sera liée à la force, au déplacement, et dépendra ici du point de départ. Donc autrement dit, ça donnera une constante indéterminée, mais cette constante, en fait, physiquement, n'a aucune signification, n'a aucun rôle. Donc on pourra uniquement faire la primitive de F scalaire DOM, et ça donnera l'énergie potentielle au point M. Et la constante, on peut la laisser tomber, elle n'a aucune incidence. Alors par contre, remarque très importante, c'est que quand on va faire F scalaire DOM, DOM dépend du repère qu'on a choisi. Donc F scalaire DOM dépend du repère qu'on a choisi, et donc la primitive dépend du repère qu'on a choisi. Du coup, l'expression de l'énergie potentielle dépendra du repère qu'on a choisi. Et donc il ne faut pas apprendre par cœur une expression d'énergie potentielle et croire qu'elle est valable tout le temps. En fait, si on veut apprendre par cœur une énergie potentielle, il faut en même temps apprendre le repère dans lequel cette énergie potentielle est valable. Donc, faisons vite des exemples pour appliquer ça. Alors, prenons d'abord le poids. Donc, on a un objet quelconque, le poids qui est comme ça. On va d'abord faire l'hypothèse que, enfin pas l'hypothèse, on va faire le choix que le repère est cartésien avec z dirigé vers le haut. On a alors g qui est égal à moins g ez. Du coup, quand on veut appliquer
la formule qui donne que l'énergie potentielle au point M, c'est l'opposé de la primitive, donc ici du poids scalaire DOM. DOM, c'est de manière générale dxEx plus dyEy plus dz. Et donc quand je remplace le poids, ça va faire l'opposé de moins mg ez scalaire, tout ce qui est au-dessus. Sauf que vu que le poids n'est que selon ez, il n'y a que la multiplication avec ce terme-là qui va donner quelque chose, puisque ez scalaire y, ez scalaire x, ça vaut 0. Donc il va rester moins mg dz, puisque ez scalaire ez, ça fait 1. Autrement dit, il va rester mg fois la primitive de dz, c'est-à-dire mgz. Encore une fois, théoriquement il y a une constante, mais cette constante, on s'en moque absolument. Donc l'énergie potentielle liée au poids, en un point M quelconque, c'est égal à la masse du système fois la constante de pesanteur, fois l'altitude du système au point M. Et ça, quelle que soit l'origine qu'on prend pour les altitudes. Parce qu'encore une fois, quand on regarde ici, ce qui compte, c'est la différence d'énergie potentielle. Donc en fait, la constante qui pourrait s'ajouter dans chaque expression d'énergie potentielle, eh bien, plus constante, moins blablabla, plus constante, eh bien, les constantes s'en vont. Donc cette constante n'a aucun rôle, donc on peut l'oublier totalement. Si maintenant je prends un repère avec z vers le bas, eh bien, qu'est-ce qui change? Eh bien, uniquement le fait que le poids à ce moment-là, c'est plus mgez. DOM, c'est toujours dxex plus dyey plus dz de z. Donc l'énergie potentielle à ce moment-là, c'est égal à l'opposé du travail, donc ça va être l'opposé de mgez scalaire DOM. Ça va faire l'opposé de mg dz, ce qui va faire moins mgz. Donc on voit bien que l'énergie potentielle dépend du repère. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que si z est vers le haut, en fait z c'est l'altitude. Donc on peut retenir que de manière générale, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois l'altitude. Et du coup après, on voit si dans le repère choisi, l'altitude est représentée par z, ou par moins z, ou par x, ou par y, etc. Donc ça par contre, ça reste vrai tout le temps. Alors deuxième exemple, l'énergie potentielle de gravité. Donc il faut qu'on prenne un autre repère, qui est un repère sphérique, donc qui, comme le repère cylindrique, est un repère dans lequel les vecteurs unitaires peuvent tourner. Donc celui qui va nous intéresser ici, on verra le repère en entier l'année prochaine, c'est le vecteur ER, qui est un vecteur qui est radial, et donc qui est toujours dirigé vers le point M. Ce qu'on appelle petit r, c'est la distance OM, et donc lorsque le point M se déplace, et bien du coup, la distance r varie, et également le vecteur ER. Alors pardon, c'est très vilain. Donc ça c'est ER à l'instant t, et donc là ça va être ER à l'instant t plus dt. Donc on a des vecteurs qui ne sont pas constants, mais qui vont tourner ici pour suivre le point M à chaque instant. Alors évidemment il y a deux autres vecteurs unitaires, mais encore une fois on va les garder pour l'année prochaine. Ici le seul qui va être important, ça va être ER. Sachant que c'est un repère qui est orthonormé, donc les deux autres vecteurs unitaires sont perpendiculaires à ER. Donc calculons l'énergie potentielle de la force de gravité. Donc rappelons que le poids, c'est rien d'autre que la force de gravité, mais lorsque le système reste proche du sol. Donc à ce moment-là, la force de gravité, on peut considérer qu'elle est constante. Donc ici, on suppose que le point M se balade, par exemple ça va être une fusée ou autre chose, un missile. Donc du coup, la variation d'altitude va être trop importante pour qu'on puisse considérer que la force de gravité est constante. Donc l'énergie potentielle de gravité, ça va être égal à l'opposé du travail de cette force, donc moins g fois la masse du système fois la masse centrale donc du système central sur la distance au carré ER.
fois DOM. Et donc, ici, OM, on voit à chaque instant, c'est la distance fois le vecteur unitaire ER. Donc DOM, la variation, ça va être égal à DR dans la direction ER, plus R fois D de ER. Donc c'est comme U'V plus UV'. Et donc, comme on a vu, la variation d'un vecteur tournant est toujours perpendiculaire au vecteur lui-même. Par exemple, dans le repère cylindrique, la variation de euro, c'est dans la direction EφI, qui est bien perpendiculaire à euro. Donc ici, ce qui compte, c'est que la variation de ER est perpendiculaire à ER. Donc, lorsqu'on fait le produit scalaire, eh bien ça va faire 0, puisque c'est perpendiculaire à ER. Et ça va faire 1. Donc on se retrouve avec moins Gm grand M sur R carré fois dr. Donc les moins se simplifient. On peut sortir G petit m fois grand M, et il reste donc à faire la primitive de 1 sur R2. La primitive de 1 sur R2, c'est bien sûr moins 1 sur R. Et donc à nouveau la constante, on s'en moque, et donc voilà l'énergie potentielle de gravité. Alors il y en a évidemment d'autres, puisqu'il y a d'autres forces conservatives, donc typiquement la force du ressort, une force électrique, donc à vous de jouer pour démontrer les énergies potentielles associées à ces forces. Mais pour finir, on va donc maintenant voir comment l'énergie potentielle s'intègre au théorème de l'énergie cinétique. Alors c'est assez rapide. Et donc je vais dire que c'est une seconde forme du théorème de l'énergie cinétique. Alors rappelons le théorème de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système est égale à la variation de l'énergie cinétique entre le départ et l'arrivée. Du coup, on va séparer les forces entre des forces conservatives, donc ici FC ça veut dire force conservative, et les forces non conservatives, donc que j'appelle FNC. Et donc, on a vu que par définition de l'énergie potentielle, le travail d'une force conservative, ça s'exprime comme étant la variation de l'énergie potentielle avec un signe moins, c'est-à-dire la diminution de l'énergie potentielle sur le chemin. Et donc ça, c'est vrai pour chaque force conservative. Alors, il reste 2 étapes. S'il y a plusieurs forces conservatives, eh bien, je vais introduire l'énergie potentielle totale, qui va être la somme des énergies potentielles. Donc ici, j'obtiens l'opposé de la variation sur tout le chemin de l'énergie potentielle totale, plus la somme des travaux des forces conservatives est égale à la variation de l'énergie cinétique. Et du coup, ce terme-là, je vais le faire passer de l'autre côté, et on se retrouve avec la variation de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle totale, donc ici un plus parce qu'il arrive à un moins, entre le point de départ et le point d'arrivée, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc ici, j'associe énergie cinétique et énergie potentielle, et évidemment, cette somme de deux formes d'énergie, eh bien, on va définir l'énergie totale, qui est donc l'énergie mécanique, qui est la somme entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et ainsi, j'ai la variation de l'énergie mécanique entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est égal à la somme des forces non conservatives. Je ne sais pas ce que je dis, c'est donc égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc autrement dit, un système a une énergie totale qui se décompose en une énergie de mouvement, l'énergie cinétique, et une énergie de position par rapport aux autres systèmes avec lesquels notre système est en interaction, donc l'énergie potentielle. Et donc, si cette énergie totale varie,
eh bien c'est du fait de la présence de forces non conservatives. Si ces forces non conservatives sont par exemple des forces de frottement, eh bien à ce moment-là, le travail des forces de frottement est négatif, et donc on a une énergie mécanique qui va avoir une variation négative sur un chemin, donc l'énergie mécanique va diminuer à cause des forces non conservatives. Alors, mais donc ce qui est important ici, c'est que si il n'y a pas de force non conservative, eh bien la variation de l'énergie mécanique est nulle. Autrement dit, l'énergie mécanique est égale à une constante. Donc l'énergie mécanique, encore une fois, qui est la somme entre l'énergie de mouvement et l'énergie d'interaction, donc les énergies potentielles, eh bien, cette énergie mécanique va être une constante, va se conserver s'il n'y a pas de force non conservative. Donc on arrive à la fin à comprendre pourquoi on appelle ça des forces conservatives, c'est que si un système n'est soumis qu'à un ensemble de forces conservatives, eh bien l'énergie mécanique se conserve. Et du coup, si on connaît les énergies potentielles de chaque force conservative, eh bien si on sait que l'énergie mécanique se conserve, eh bien on peut très facilement trouver par exemple une vitesse en un point ou plein d'autres choses, donc uniquement en appliquant le fait que l'énergie mécanique au départ est égale à l'énergie mécanique à l'arrivée. Donc ça c'est ce qu'on verra dans les exemples et les exercices d'application.